TCF, la chaîne de l'unité nationale. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Nous sommes donc en direct de Bangui, la capitale centrafricaine, dans le cadre de cette édition spéciale consacrée au projet d'amendement de la Constitution en République centrafricaine. À cet effet, donc, les débats se poursuivent entre acteurs de la société civile, partis politiques d'opposition et majorité présidentielle. Pour débattre donc sur ce projet de réécriture de la Constitution en République centrafricaine, mais aussi des implications liées à la crypto-monnaie. Je suis accompagné de M. Yannick Andjida, qui est ancien secrétaire général du Conseil national de la jeunesse en République centrafricaine. Il est actuellement coordonnateur du réseau national pour la sauvegarde des acquis de la paix en RCR. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. De l'autre côté, nous sommes avec le docteur Yom Timba, qui est économiste et analyste politique. Il est également avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour madame. Voilà, pour cette première question, je me retourne vers vous, monsieur Andjida. En tant qu'acteur de la société civile, quel est justement le regard que vous portez sur la réécriture de la Constitution? En tout cas, merci beaucoup pour cette préoccupation tant bien capitale qui touche à une question hautement stratégique en ce qui concerne la République centrafricaine. Cette question, c'est le cri du peuple. Le peuple pense que la constitution que la République centrafricaine dispose pour le moment ne répond pas à ses aspirations profondes. Et cette constitution qui s'est faite à la va-vite au lendemain de la crise de 2013, je pense que le peuple pense qu'il faut une nouvelle constitution qui prendra bien évidemment en compte les réalités de l'heure et qui prendra en compte ses profondes aspirations. D'accord. Selon vous, quelles sont donc les réalités de l'heure? Les réalités de l'heure, c'est que, vous savez, dans cette constitution, ce sont des réalités économiques. Le pays vient de très loin. Le pays vient de très loin avec tout ce que nous connaissons. Nous connaissons nos relations avec la mère patrie. Et donc, pour les ressources, sur les questions des ressources naturelles, je pense qu'il faut que c'est la nouvelle constitution que nous sommes en train que nous défendons puisse bien évidemment prendre en compte la question des ressources naturelles. Justement, lorsqu'on revient sur la Constitution, justement, il y a des articles forcément qui ne cadrent plus avec la réalité centrafricaine. Si je vous écoute bien. Alors, quels sont donc les articles précis, si on peut le dire ainsi? En ma qualité d'ancien secrétaire général du Conseil national de la jeunesse, je pense que l'article 36 qui conditionne la participation des jeunes est une frustration. D'accord. Parce que l'article 36 de cette constitution parle d'un critère d'âge, qu'il faut avoir au minimum 35 ans pour prétendre présider la destinée de la République centrafricaine. Et pourtant, il y a des exemples en Afrique qui normalement devaient pousser des jeunes à s'engager pleinement en politique. On ne peut pas vouloir demander à cette jeunesse-là de participer en tant que lecteur à partir de 18 ans et lui empêcher de participer pleinement en ce qui concerne des hauts niveaux de responsabilité de ce pays. Donc pour moi, cet article, l'article 36 est une frustration, est un article discriminatoire qui mérite simplement d'être balayé. Ça c'est dans. De deux, sur certaines dispositions, vous voyez l'article 49 qui oblige le président de la République, qui a reçu mandat du peuple souverain, que ces actes administratifs puissent être contresigné, que ce soit par son Premier ministre, parce que son Premier ministre a bénéficié de sa confiance. Ses ministres ont bénéficié de sa confiance. Comment comprendre que celui qui a bénéficié du mandat du peuple, celui qui a reçu la confiance du peuple, puisque ces actes administratifs peuvent être contresignés par des personnes que lui-même il a nommées. Donc nous pensons que sur le plan du fond, ces dispositions ne sont plus d'actualité. Ces dispositions ont été prises parce que ceux qui l'ont élaboré, c'est toujours dans l'esprit dans une équipe de transition. Ils pensent qu'à tout moment, il doit y avoir des mécanismes de transition. Vous voyez? Donc pour nous, ce sont ces dispositions qui nous obligent à dire que le président de la République qui a reçu mandat du peuple, c'est lui qui nomme ses ministres, c'est lui qui nomme son Premier ministre. Ces actes administratifs ne doivent pas faire l'objet de contresignes. Et donc, de toute façon, il y a des dispositions transitoires que nous ne sommes plus à la transition, c'est que nous ne nous préparons plus à une nouvelle constitution. Nous ne nous prenons plus à une nouvelle transition, je veux dire. Donc, pour le moment, ces dispositions transitoires doivent être purement simplement
écarté. Aussi, sur le plan du fond, la constitution que nous avons, elle est signée par le chef d'État de transition. Parce que un président de la République, il est en même temps chef de l'État et président de la République. Celle de 1996? Non, celle de 2016. 2016, d'accord. Je pense que sur le plan du fond et que de la forme, cette constitution mérite d'être purement balayée. Que la nouvelle constitution que nous soutenons devait être signée par celui qui a reçu, qui en a la légitimité et la légalité. C'est qu'il a reçu, il n'est pas seulement un chef de l'État, mais un président de la République également. Voilà, ça veut dire que vous êtes donc d'accord avec justement la réécriture de la Constitution? Entièrement d'accord, projet que je soutiens coréen. Voilà. Alors, docteur Yam Timba, je me retourne vers vous. Nous venons justement l'avis de M. Ondjiba, qui est justement d'accord avec la réécriture de la Constitution. Quel est votre point de vue? Écoutez, je viens d'entendre une personne absolument et parfaitement lucide sur la situation de son pays et qui indique qu'il est important de faire le point, de faire une synthèse et de pouvoir donner au pays la possibilité de se projeter vers un avenir meilleur, différent de ce qu'il a connu et surtout de lui donner les bases qui lui permettront de pouvoir résoudre particulièrement, il a commencé par là, les questions économiques auxquelles le pays est confronté. Donc je crois que ce projet, s'il allait dans le sens de la réponse ou de la consonance avec cette attitude ou cette vision, ce projet, ces attentes-là, eh bien nous dirions que naturellement c'est un projet qu'il faut faire avancer. Il a soulevé un certain nombre de considérations qui effectivement semblent clairement faire problème. La Constitution de 2016 est une constitution d'aménagement pour permettre de traverser une période de crise, mais surtout ce n'était pas dans le but qui est celui poursuivi aujourd'hui de fonder un État centrafricain, parce que c'était beaucoup plus pour s'aménager un processus de paix qui devait permettre de passer justement d'un moment de non-État à un moment où il y a un État qui se construit. Et l'un des éléments forts de cette constitution était de s'assurer, l'un des objectifs qui était visé, c'était de s'assurer qu'on puisse arriver à organiser des élections libres et transparentes qui pourraient permettre d'élire un président, de mettre en place un nombre d'institutions. Et je crois qu'aujourd'hui, ces institutions étant là, un président ayant reçu un mandat clair, et je crois et tout à fait précis de son peuple sur la base d'une vision et compte tenu du contexte d'organisation et de construction politique et économique du pays, lié particulièrement au projet Sango, je crois qu'il est tout à fait compréhensible que le public, que le peuple centrafricain qui s'est prononcé, qui a commencé à se prononcer sur cette question avec 700 000 signatures parmi le million et le 1 200 000 électeurs qu'il y a en Centrafrique. 700 000 ont signé une pétition et puis pratiquement aujourd'hui on sait que autour de pas loin de 70% des députés ont quand même donné leur aval également. Donc on comprend qu'on est devant un projet populaire porté par une vague populaire extrêmement importante. Donc je crois qu'effectivement il reste aujourd'hui à ce que le constituant soit désigné, et que le processus référendaire soit organisé et puis qu'on avance vers cette nouvelle étape pour pouvoir construire l'avenir que tous les Centrafricains attendent. Voilà, Monsieur Ondjiba, justement, je me retourne vers vous. On s'est quand même rendu compte que tout le monde n'est pas d'avis, parce qu'il y a eu cette manifestation justement du 6 août dernier. Il y a également eu celle du 4 septembre justement. Mais il y en a quand même qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne partagent pas cet avis. Qu'est-ce qui cloche en fait? En tout cas, et ce qu'il faut préciser, c'est que même la Constitution elle-même prévoit des mécanismes de révision. C'est un procédé légal. Et donc, vouloir combattre un procédé légal, c'est une violation. Je pense qu'on est des délinquants lorsqu'on ne respecte pas la loi. Cette loi, nous l'avons tous votée. Nous l'avons tous votée, elle a un caractère général. Donc pour nous, ils sont également dans le droit de se dire. Au Chili, il y a eu un référendum où même le pouvoir en place qui a porté ce projet a connu un échec. Donc nous pensons que ceux qui sont contre,
ils n'ont qu'à battre campagne pour que, lors du prochain référendum, qu'ils votent pour le non. Donc nous qui défendons, nous qui pensons que les choses doivent avancer, que les choses doivent évoluer. Le contexte actuel ne nous permet pas de, surtout sur la question de critères d'âge que je défends fortement. Pour nous, il faut mettre en place ces dispositions. Il y a aussi des institutions budgétivores. Vous prenez, vu l'état économique du pays, vous pensez qu'il est nécessaire ou qu'il est urgent de mettre en place un Sénat? Pour nous, nous pensons que ce n'est pas normal. Donc, pour ceux qui sont contre, qu'ils défendent, qui vont convaincre le peuple. C'est le peuple qui en avisera. Pour le moment, nous qui sommes du côté pour la question, pas la révision, mais nous sommes dans la dynamique de la réécriture. Oui. Nous qui sommes dans cette dynamique, nous pensons convaincre le peuple, nous pensons rassurer le peuple pour dire que nous voulons bien que cette constitution soit améliorée. Voilà. Donc il n'y a pas un blocus, c'est un procédé légal. Même dans la constitution, il y a des mécanismes qui sont prévus, qui permettent à ce que lorsque le président se voit dans ces cas de figure où il y a la majorité qui pense qu'il faut aller vers un nouveau référendum et qu'il y a une partie, je dirais la minorité qui pense également que parce que ce n'est pas normal, ils veulent que la constitution reste, bon c'est le peuple qui en avisera. Donc je pense que même la présidente de la Cour constitutionnelle lors de la prestation du serment a demandé au président de la République de consulter son peuple lorsqu'il y a des problèmes d'ordre majeur. Et je pense que dans le cas de figure, nous sommes dans cet exercice, nous sommes dans ce cas d'espèce. Il faut aller au peuple, c'est le peuple qui décidera. Voilà, vous êtes en train de parler justement de la... Je crois qu'il a parlé de la dame de la Cour constitutionnelle. Oui. Voilà, la présidente de la Cour constitutionnelle. Justement, on a vu un décret dernièrement qui est sorti et puis on s'est rendu compte que c'était pas trop dans le cadre de la réécriture de la Constitution. Elle n'était pas d'accord en fait. C'était dans le cadre du projet Sangokwai. Oui. Mais quand elle n'est justement pas d'accord, ça veut dire qu'il y a un niveau. Bon, parce que quand même la nouvelle constitution voudrait, du moins lorsque le président, le professeur Faustin Akache Touadéra lance ce projet, c'est parce que justement il vise à ce que l'économie du pays soit améliorée. Et si elle n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème si on peut le dire ainsi. Bon, je pense que la Cour, les décisions de la Cour sont susceptibles de non-recours. Donc elle s'est fondée sur son intime conviction. Et puis en tout cas, c'est un collège des magistrats et des professeurs de droit qui l'ont fait et nous respectons cette position. Seulement, ce que nous devons rappeler à la Cour, c'est de penser à la souffrance du peuple. Et se demander est-ce que ce projet ne peut pas amener un léger mieux dans la vie du peuple. C'est ce qui est le plus fondamental. La Constitution prévoit que lorsqu'il y a sur des questions de ressources naturelles ou sur des questions d'exploitation des ressources naturelles, il faut passer au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que dans le passé, sous le règne du président l'honorable Abdou Karim Mekassoua, il y a eu un cas de figure et que la Cour constitutionnelle a pu valider en faveur de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Mais nous pensons qu'il faut penser à la souffrance du peuple. Et c'est dans cette même dynamique que nous soutenons qu'il y ait la nouvelle constitution. Parce que dorénavant, quand il s'agira des questions, non seulement de la question d'octroi de la nationalité, il faut que ça soit prévu, que ça soit renforcé dans la constitution. Lorsqu'il s'agira des questions des ressources, d'exploitation des ressources naturelles, il faut que cela soit bien précis dans la nouvelle constitution. Et c'est pour cette raison que nous nous engageons. Pour que, dorénavant, que les gens ne pensent pas à leurs propres intérêts. Le pays vient de très loin. Voyez l'état du pays avec toute la richesse que nous avons. Ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Les gens ne peuvent pas penser. Mais en tout cas, nous sommes dans ça. Donc, ce que nous demandons, qu'il faut penser à la souffrance de ce peuple. Ça veut dire que vous êtes pour le référendum alors? Entièrement d'accord pour le référendum. Voilà. Alors, docteur Yom Timba, votre position? Écoutez, position, enfin, pas vraiment une... Je dis qu'il y a quelque chose qui apporte le bonheur aux Centrafricains. Oui. Et le bonheur des Centrafricains rentre dans une démarche continentale, africaine, qui est de penser à ce que chaque Africain sur ce continent et hors de ce continent soit heureux.
lorsque aujourd'hui le Centrafrique décide ou les autorités centrafricaines, encore que ce n'est pas le président de la République qui a décidé de dire je vais réécrire la Constitution, c'est le peuple qui s'est mobilisé, qui a saisi ses élus, ses représentants, les députés, en disant voici un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans notre pays. Nous avons un président qui est sous tutelle, qui est muselé, qui est sous régence. Nous avons un problème avec l'idée que les lois puissent être quand même interrogées par la Cour constitutionnelle, mais que de l'autre côté, nous ayons des actes administratifs, donc des règlements, qui puissent être interrogés par cette même Cour constitutionnelle. Il y a une sorte de mélange des genres, parce qu'une loi et un règlement et un acte administratif, ce n'est pas la même chose. En fait, ça bloque l'action présidentielle, parce que le président a été élu sur la base d'un programme. Il a un programme, il a une vision, mais si ce sont des personnes qui ne sont pas élues, qui n'ont aucun mandat, qui valident, parce qu'au fait, contresigner l'acte du président pour que ça puisse être implémenté, ça veut dire que c'est vous qui validez l'acte du président. Mais vous n'avez même pas été, vous n'avez aucun mandat et c'est lui qui vous nomme. Ou dans le cas de la Cour constitutionnelle, vous n'êtes pas élu. Le président dit je veux construire une route. Vous dites non, le président ne peut pas construire là. Vous pouvez le dire, parce que, évidemment, la Constitution vous le permet. Mais ça piétine les principes du droit. L'un des principes du droit les plus importants, c'est qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire qu'en réalité, le président de la République peut même signer un acte qui dépend d'un ministre, mais le contraire ne devrait pas du tout être vrai. Et d'ailleurs, le ministre n'a pas à surveiller le travail du président, c'est le président qui surveille le travail de ses ministres. On a plutôt l'impression qu'il n'est pas libre à ce niveau. C'est pas qu'il n'est pas libre, c'est que le président est un petit garçon qui est entouré d'un certain nombre de régents. En fait, c'est un garçon qui devait succéder à son père qui serait un roi. Malheureusement, il est trop jeune. Et donc, les adultes autour décident à chaque fois de lui dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bon. Et le président n'a aucune autonomie en matière de gestion. Or, à la fin de son mandat, il doit rendre compte, il a un bilan à présenter. Voilà. Sauf que les gens qui devaient valider tout cela, eux n'ont aucun bilan, ne rendent compte à personne. Et le pire, c'est que c'est lui qui les nomme. Donc je crois qu'il y a une dynamique au niveau de ce pays qui est une dynamique fondamentalement panafricaine, c'est-à-dire de construction de l'Afrique, et ce qui se fait ici résonne avec cette dynamique-là, qui dit qu'il faudrait que les peuples se dotent d'institutions fortes qui sont capables de porter les aspects ou les problèmes politiques et économiques. Et revenons sur l'élément du Sangokoy. Nous avons vu, nous autres, les Africains et les Panafricains, nous avons vu avec beaucoup de regrets cette décision, non pas parce que la Cour constitutionnelle n'a pas à prendre de décision, elle prend des décisions tout le temps et c'est pour ça qu'elle a été instituée, mais parce que nous avons eu le sentiment que la globale n'a pas été prise en considération. Et surtout, si on revient justement dessus, on se rappelle que sur le nombre de signatures qui devraient porter ce document, il n'y avait que 2 signatures. Mais il y a beaucoup de choses comme celle-là et je crois que c'est des petits détails qui devront être interrogés en temps opportun et là où il le faut. Mais sur le contenu, nous avons constaté que le débat qui se fait en Centrafrique, qui devrait être un débat, M. Andjika a commencé par là, les problèmes économiques. Un président a été élu. L'État a pour priorité aujourd'hui de se stabiliser, de se renforcer et de se consolider, parce que c'est de cette façon uniquement que l'État se donnera la capacité de porter les attentes des Centrafricains et de les satisfaire à travers un certain nombre d'actes justement réglementaires et administratifs qui doivent être, pour lesquels le président doit être libre et doit se sentir légitime quand il les prend. Mais s'il doit aller chercher la légitimité ailleurs, dans d'autres institutions, alors le président a promis un volume économique d'investissement de 42 milliards de dollars, mais ces 42 milliards de dollars, il ne pourra jamais du tout les mobiliser, ni créer l'économie qu'il veut. Pour quelle raison? Mais parce que les personnes qui doivent contresigner ou les personnes qui doivent évaluer la constitutionnalité des actes réglementaires et administratifs qu'il prend, n'ont pas forcément la vision, la pleine compréhension ou la totalité des informations dont ils disposent et qui l'ont conduit
à imaginer justement la stratégie économique qu'il met en place. Et il y a un minimum de modestie à vouloir, à accepter que ce programme économique est ambitieux et il est révolutionnaire. Oui. Mais lorsque vous prenez le Sango Coin, vous comprenez qu'aujourd'hui, quand vous prenez les États du Moyen-Orient, mais vous voyez très bien que on accède, il y a des éléments d'accession à la nationalité et des éléments d'accession aux actifs locaux. Oui. Or, ces éléments constituent ce qu'on appelle, si vous voulez, l'attractivité du pays. Comment on crée l'attractivité d'un pays, l'attractivité économique d'un pays comme celui-ci pour que les investisseurs affluent? Il faut les rassurer, il faut protéger leurs investissements, il faut leur donner les moyens ou disons, il faut leur donner le confort qui leur permettent de s'imaginer, de savoir que, en fait, ils viennent dans un pays qui est sûr. Ils viennent dans un pays où ils peuvent compter sur la capacité des autorités à protéger leurs investissements. Et à côté de cela, il faut rassurer, il faut que tout le monde soit rassuré parce que dans cette dynamique du projet Sango, en réalité, ces intérêts des Centrafricains sont protégés. Le projet, ou si vous voulez, le processus de tokenisation des ressources, il faut peut-être qu'on explique un peu de quoi il s'agit. Tokeniser une ressource, c'est tout simplement l'inscrire dans le cas d'espèce dans ce registre blockchain. Et en l'inscrivant, ça permet à tous les Centrafricains, en réalité, tout au long de l'échange ou des transactions qui auront lieu grâce à cette ressource-là, de continuer en fait à percevoir une commission, même bien longtemps, même des décennies après que le token, c'est-à-dire l'actif créé, soit encore en train d'être objet de transaction. Donc en fait, le projet Sango donne aux Centrafricains la possibilité de sécuriser leurs ressources et de réaliser un droit qui est peut-être un nouveau droit, là encore, une innovation centrafricaine, le droit à la richesse. Tout le monde parle des droits de l'homme, mais apparemment, personne n'a pensé que les hommes ont le droit d'être riches. Bon, alors riche, quand on dit riche, tout le monde voit des gens qui ont des jets privés, non, c'est pas ça. Être riche, c'est-à-dire avoir une vie confortable. Et la Centrafrique dit, nous voulons, l'État centrafricain, les dirigeants centrafricains actuels, avec leur président en tête, disent, nous voulons accorder aux Centrafricains ce nouveau droit de l'homme, qui est le droit à la richesse, le droit qu'ils tirent de ce que leur territoire leur offre les ressources suffisantes pour que chacun puisse vivre bien. Ce pays, c'est 30 millions d'hectares de terres arables. 30 millions d'hectares de terres arables, c'est à peu près 1/6 ou à peu près 1/7, un peu moins d'1/7 de la totalité des terres arables du globe. Ce qui fait que ce pays a la capacité de nourrir le monde entier. Mais si un pays a la capacité de nourrir le monde entier, comment peut-on expliquer que ce pays, M. Andika le disait, soit dans la pauvreté actuelle? Et pour évacuer ce genre de problème, ce genre de contradiction, il faut un État stable, un État solide. Il faut un État fort, un État organisé de façon harmonieuse qui fonctionne de telle sorte que les dirigeants aient le volant naturel, le volant suffisant et la capacité de réactivité suffisante pour pouvoir à chaque fois saisir les opportunités, implémenter des solutions fortes, solides, efficaces, pertinentes, mais également de pouvoir assurer la sécurité de tout le peuple. Parce que les questions, par exemple, qui semblent échapper à un certain nombre de personnes, à savoir que le président, dans le cas, par exemple, quand il veut signer un contrat minier, les gens ont besoin de réactivité. Les investisseurs ont besoin d'être sûrs que les lois sont de bonnes lois. Et là, une cour constitutionnelle va faire son travail, mais que les actes administratifs sont des actes empreints essentiellement d'efficacité, empreints de réactivité, empreints qui donnent la capacité aux dirigeants de pouvoir, si vous voulez, réimplémenter des solutions économiques, culturelles, sportives, académiques, etc., qui soient de nature à changer le visage du pays très rapidement et à permettre aux investisseurs d'avoir un retour sur investissement qui soit garanti. Alors, M. Adjida, justement, quand on parle de M. Yamtiba, tout d'État stable. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette décision de la Cour, justement, est-ce que vous pensez qu'avec cette décision, les investisseurs seront rassurés, justement, concernant la crypto-monnaie?
En tout cas, c'est une désolation totale que nous avons appris, que nous avons su. La décision qu'a prise la Cour constitutionnelle. En tout cas, c'était une déception totale. Parce que pour nous, c'était un projet qui devait apporter un léger mieux à la souffrance du peuple centrafricain, malheureusement. Nous ne savons pas pour quel intérêt la Cour, pour quel intérêt ou pour quelle raison la Cour s'est fondée, mais puisque ces décisions sont sujet de non-recours, nous la respectons. Et nous pensons que la Cour n'a pas suffisamment pensé à la ressource. Parce que pour vous voyez comment le peuple avait reçu, surtout à l'annonce de ce projet, le peuple pense que vraiment en tout cas les choses allaient de mieux en mieux. Bien dommage. Pour nous, c'est plus ou moins inquiétant. Et la question qu'on se pose, est-ce que la Cour pense vraiment au peuple? Ou mieux encore, est-ce que la Cour justement devrait rendre public des décisions sans passer par l'Assemblée? Parce qu'on sait quand même que la Cour devrait prendre des décisions. Elle devrait peut-être, je vais dire ça comment, elle devrait peut-être donner son avis ou bien donner son conseil. Est-ce que la Cour a justement qualité de rendre public une décision sans que l'Assemblée nationale ne puisse se prononcer? Je pense que la Cour elle a qualité à le faire. D'accord. Parce que les lois, comme vous le savez, qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale, après promulguées par le président, la Cour vérifie la conformité des lois ou règlements avec la Constitution. Et la compétence. Seulement, comme nous l'avons bien dit, avec ce mécanisme, ce mode de fonctionnement, cela ne permet pas au président de la République qui a reçu mandat du peuple de se mouvoir. Non seulement de se mouvoir, mais de réaliser son programme politique. Le président de la République est élu sur la base d'un programme. Oui. C'est sur la base de ce programme que le peuple lui a fait confiance. Mais à partir du moment où il y a des instances, où il y a des instances qui l'empêchent de mouvoir ou d'être libre dans ses actions, cela pose problème parce que d'ici 5 ans, le président aura à rendre compte. Le peuple n'attend pas des justifications de la part du président. Oui. Quand le président va se mettre, non, ce n'est pas ce qu'on attend. Nous vous avons fait confiance pour alléger nos souffrances. Nous avons fait confiance pour permettre à nos enfants d'aller à l'école. Nous avons fait confiance pour permettre à nos enfants d'avoir un travail décent. Ça, c'est ce que le peuple attend. Ce ne sont pas des justifications. Et lorsque le président a cette vision, en principe, toutes les instances qui l'accompagnent devaient porter cette vision. Lui, il incarne la vision globale, mais les autres devaient l'accompagner. Seulement, que vous savez, nous sommes dans une guerre géostratégique très rude pour le moment. Toute la vision du président, vous savez, il y a la France qui est là, et vous savez qu'il y a tous ceux qui gouvernent, qu'ils ont leurs enfants en France, ils ont leur famille en France. Est-ce qu'ils pensent à la souffrance du peuple centrafricain? C'est ce qui fait mal. Et donc vous voyez, même ceux qui critiquent le projet Sangocoin, ils ne sont pas dans la capitale, ils ne sont pas en ils sont dans des hôtels en France, ils sont dans leur résidence en France. C'est de là-bas qu'ils font des déclarations, ils ne sont pas ici. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas les réalités de ce pays. Et c'est ce qui fait. Et c'est pour cette raison qu'il faut une constitution qui permettra. Il ne faut pas personnaliser le débat autour du président actuel, autour du président Touadéra. Le président Touadéra n'est qu'un individu, il pourra d'un moment à l'autre partir. Mais nous parlons de la République, nous parlons de l'avenir de ce pays. Que ce soit ceux qui d'ici demain, s'ils ont la possibilité de gérer, mais qu'ils aient la main libre pour pouvoir gouverner le pays. Et c'est pour cette raison que nous nous engageons. Si vous êtes un président de la République qui est élu, il n'a pas la main libre, il n'a pas toutes les astuces nécessaires pour lui permettre d'apporter des solutions aux problèmes réels du pays, je pense que c'est un problème. Donc, dans cette constitution, comme nous l'avons dit, dans la nouvelle constitution que nous défendons, c'est pour permettre au président qui sera élu, au nouveau président, parce que forcément, il y a des gens qui se spécialisent en matière de faux débats, des hors-sujets, qui pensent que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour permettre à Touadéra d'aller. Non, ce n'est pas ça le débat. Je pense que le président Touadéra, qui a déjà passé 5 ans, non seulement qu'il a eu une expérience, même s'il veut partir ou qu'il veut rester, il faut qu'il laisse des bases solides. En fait. Si les bases ne sont pas solides, il n'aura rien à laisser, parce que c'est en fonction de l'expérience. Il a été Premier ministre pendant 6 ans. Il sait comment le pays fonctionne. Il est président encore.
il sait comment les choses fonctionnent, il comprend mieux les problèmes des Centrafricains. Et puis on a même vu, si on se rappelle l'armée qui a quand même évolué avec la présence. C'est une fierté, vous allez, ceux qui ont participé au défilé de la fête de l'indépendance le 13 août, c'était quelque chose d'extraordinaire, le peuple était ému, même si ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister, mais à la télé, c'était une fierté. Oui. Depuis l'annonce jusqu'à nos jours, vous voyez, il y a un grand fossé, il pose des actes que le peuple, c'est pour cette raison que le peuple pense qu'il n'est pas suffisamment compris par ceux qui l'accompagnent. Il n'est pas suffisamment compris, d'où le nécessité d'avoir une constitution qui prendra en compte ces aspirations, qui permettra à ce que le président qui sera élu, ou un autre président qui viendra, aura vraiment le levier nécessaire pour pouvoir gouverner le pays. Voilà, M. Yamtimba, si je m'en tiens au propos de M. Adjida, la souveraineté du peuple est donc mise en cause à ce niveau. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Écoutez, je pense que un État souverain signifie qu'on a un peuple souverain. Et l'idée, la souveraineté ne se construit pas sur de simples arguments, sur de simples débats ou simplement en le proclamant. La souveraineté, ça s'incarne. Et les institutions incarnent cette souveraineté, la protègent, la promeuvent et s'assurent à chaque fois que cette souveraineté elle est active. Or, dans le cas d'espèce, il faut bien que le peuple, à un moment donné, se constitue. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui nouvelle constitution, ce n'est pas un papier, ce n'est pas du tout un document, simplement que les gens veulent avoir ou rédiger. En fait, dans nouvelle constitution, il faut que les gens prennent le mot constitution, constituant, constitutionnel, dans ce qu'ils ont disons, dans le radical. C'est constitué de quoi? Ça veut dire se tenir ensemble. La vision de 2022 de la Centrafrique, parce que je ne voudrais pas dire la vision du président actuel. Effectivement, on convoit cette idée, cette image, alors que nous devons réfléchir de façon conceptuelle, ou mais pas forcément avoir des petits clichés qui sont des images qui ne sont pas forcément des choses structurées et théoriquement clairement élaborées. La vision du Centrafrique de 2022, c'est comment on fait pour être ensemble. Ce président qui est là aujourd'hui a une attitude assez incroyable qui est reprise et recommandée à la plupart des présidents africains, la main tendue. Et la main tendue signifie venez, on se met ensemble, on se tient ensemble. C'est ça, constituer, se tenir ensemble. Et donc on se tient ensemble pour nous projeter dans l'avenir. On se tient ensemble pour imaginer le futur. Et le futur que nous allons imaginer, c'est entre autres choses un futur qui est un futur de construction, un futur pour les bâtisseurs, un futur qui va donner à la Centrafrique le rôle qui est celui qu'il a toujours joué d'ailleurs. Depuis les années 1920-1930, les peuples du monde d'Afrique qui ont été sous la domination arabo-musulmane ou judéo ou chrétienne ou européenne se sont réfugiés ici. Et ces peuples-là se sont tenus ensemble pour constituer ce que le Centrafrique est aujourd'hui. Et ce Centrafrique-là a besoin d'une... on appellerait ça en Europe un aggiornamento, c'est-à-dire en fait une réorganisation. Or, cette nouvelle organisation du Centrafrique est un appel à tous. Il n'y a pas de raison que certains se mettent en marge. Et il n'y a pas de raison que certains s'imaginent qu'on taille une constitution à la mesure de quelqu'un. Le président Touadéra, quoi que vous pensiez, quoi que les gens puissent penser, ne pourra plus tenir 10 ou 15 ans au pouvoir. Il a un certain âge. Et j'ai le sentiment qu'il a des préoccupations scientifiques et des préoccupations personnelles qui, liées à sa personnalité et à ses valeurs qu'il essaie de nous faire comprendre, de nous faire voir chaque jour, qu'il n'est pas de nature clairement à vouloir faire les choses pour lui-même. En mathématiques, on ne développe pas les choses pour soi, on développe les choses de façon universelle. Et cette propension à l'universel, d'appel à l'universel, est pour dire aux Centrafricains, venez, on fait quelque chose ensemble,
on se met ensemble et le fait que nous nous mettions ensemble va produire un texte qui sera notre contribution à tous. Parce que la démarche, telle que moi je l'observe, c'est que le contenu, les idées qui vont se traduire en contenu de cette constitution devraient être les idées de tout le monde. Et je crois que c'est l'appel qu'il lance. Et c'est l'appel que les dirigeants actuels lancent. Sauf que cet appel semble être mal compris par certains. Mais c'est normal, la structure des révolutions politiques est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous disons des choses incommensurables, des choses qui ne sont pas de commune mesure. On ne s'entend pas sur les détails et on s'accroche à ce sur quoi on ne s'entend pas en laissant ce qui est essentiel. Et c'est sur ça qu'on s'entend. C'est-à-dire, les Centrafricains doivent reprendre la main sur leur histoire, doivent reprendre la main sur leur destin, ils doivent reprendre la main sur leur peuple, sur leur pays. Lorsque tout à l'heure, M. Andika évoque la France. Andida. Je m'excuse. Je m'excuse. Lorsque M. Andida évoque, par exemple, la présence française ici, mais c'est une catastrophe. Et vous voyez que vous avez à la tête de votre pays un président qui, au lieu d'aller dans les polémiques inutiles et commencer à gesticuler, parce que malheureusement on veut justement le mettre sous régence, il a des solutions originales, innovantes, qui font de la Centrafrique aujourd'hui une lumière dans le monde. Bon, après, les gens peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord, mais le monde entier se demande, le projet Sango, comment on peut s'en inspirer. L'étape où les gens s'interrogeaient dans le monde sur qu'est-ce que c'est, est passée. C'est passé. Aujourd'hui, le monde entier se demande comment on fait pour s'en inspirer. Et lorsque le monde entier veut s'inspirer de votre pays, vous ne bloquez pas la marche de votre pays. Et il faut donc donner au monde l'image d'un pays stable, avec un État bien structuré. Et les éléments qui font qu'un certain nombre de choses dans ce pays fonctionnent comme ça fonctionne, et comme dans par exemple 14 pays qui utilisent le franc CFA, c'est parce que le type de constitution qui demande aux gens de se tenir ensemble et d'imaginer un avenir meilleur ensemble dans le cadre de la création d'un État nouveau, réellement centrafricain, qui pourrait même ne plus s'appeler Centrafrique. Parce que ceux qui ont créé ce qu'on appelait la République centrafricaine, ce n'étaient pas les Centrafricains. Je doute fort que les Centrafricains auraient appelé leur pays Centrafrique. Peut-être pouvons-ils l'appeler Sango ou Kola, je ne sais pas, trouveront un terme, mais qui ait de l'impact sur leur, qui résonne avec leur propre histoire, avec leur mode de vie, avec leur civilisation. Et ça, c'est les apports les plus déterminants, j'imagine, que le peuple et les dirigeants actuels attendent. Et non pas une discussion sur certains vont de la révision à la modification, à la réécriture, mais en fait les gens voudraient avoir des propositions concrètes. Sur telle question, voici ce que nous proposons. Sur telle question, voici ce que nous proposons. Là, il y a beaucoup de gens, il y a eu l'arrêt sur le Sango qui donnait le sentiment que le Sango coin est dissocié de la question de la Constitution. Non, la monnaie, et le Centrafrique s'est doté aujourd'hui d'une monnaie nationale numérique, le Sango Coin. La monnaie est une question politique avant d'être une question économique. Elle devient économique quand il faut la gérer. Mais pour son existence, c'est d'abord une question politique. Et ce sont des éléments importants qui devront être intégrés dans la Constitution. Et nous voyons très bien que une telle intégration indique les perspectives économiques que le président entend implémenter en Centrafrique, entend réaliser en Centrafrique avant de céder le fauteuil à celui qui lui succédera le moment venu. Donc il y a lieu de se demander, non pas s'il faut rédiger une nouvelle constitution, ne pas rédiger une nouvelle constitution, mais se demander à quoi doit ressembler cette nouvelle constitution, quel en sera le contenu, quelles sont les idées qui doivent la porter et quel sera le pays que nous organiserons demain. Donc l'arrêt ou la décision de la Cour constitutionnelle dernièrement, ce n'est pas grave, c'est une étape, mais ça permet simplement de mieux reformuler un certain nombre de choses pour que lorsque la nouvelle constitution sera là, eh bien que la Cour constitutionnelle soit mieux structurée, mieux organisée. Peut-être y aura-t-il une cour, il n'y aura peut-être plus une cour, mais un conseil, mais tout cela
cela donne aujourd'hui à réfléchir sur les contenus qu'il faut apporter et ça coupera court aux intérêts étrangers qui interfèrent dans la vie des Centrafricains aujourd'hui et qui ont pour face visible généralement la France, mais également la MINUSCA qui est là depuis trop longtemps, parce que même la Deuxième Guerre mondiale, elle a duré 6 ans, elle n'a pas duré aussi longtemps que la présence de la MINUSCA ici. Voilà, merci M. Yantimba, le temps nous tient déjà à la gorge. On va prendre juste une dernière question, le temps de clôturer. Alors, dites-nous, M. Andjida, qu'est-ce que vous pensez de certains acteurs de la société civile, justement que les Centrafricains sont à l'origine de leur propre malheur? Des Centrafricains sont... Oui, parce que ce sont que des Centrafricains qui trahissent leur pays. Ce sont des Centrafricains qui ternissent l'image de ce pays. Mais je ne veux pas dire que ce ne sont pas tous les Centrafricains. Il y a des Centrafricains qui aiment leur pays. En fait, il y a des Centrafricains qui aiment le pays. Il y a des Centrafricains qui portent dans leur cœur ce pays. Mais une franche partie qui, généralement, ne sont pas qui vivent en terre étrangère, qui sont à l'étranger, qui ne connaissent pas, qui ne touchent pas du doigt la souffrance, les réalités du pays, parce que ça nous fait mal. Quand au lendemain de la crise de 2012, les gens étaient dans les ledgers, mais nos parents étaient dans nos amis, nos frères qui étaient à l'étranger, bon, ils racontaient du n'importe quoi. Et pourtant, ils n'imaginent pas comment cette population ou ce peuple qui était dans des camps qu'on appelait ledgers, ils étaient là, sous la pluie, sous le soleil. Ils n'imaginent pas comment les gens dorment. Ils n'imaginent pas comment les gens courent dans tous les sens. En tout cas, pour moi, à un moment donné, c'est se moquer du peuple, se moquer de la souffrance de ce peuple. Et s'il y en a ces personnes qui n'ont pas une vie de famille sur le plan local et qui pensent nous donner des leçons de morale, pensent que ce n'est pas bien. Mais il y a une partie de la population qui résiste. Nous sommes un peuple résilient. Malgré tout ce qui arrive, nous continuons de résister et nous continuons de dire que bon, il faut continuer d'avancer. Dieu fait grâce. C'est vrai, c'est loin de personnaliser le débat autour de Touadéra. Le président Touadéra nous a tous surpris. Parce que quand il venait en 2016, on ne s'attendait pas à ce leadership qu'il incarne aujourd'hui. Il nous a tous surpris. Il vient avec des projets concrets. Et ceux qui voient l'État, ceux qui sont conscients, c'est que des vrais patriotes, qu'ils essaient de faire l'État, le bilan de 2016 à 2022, où l'État que Touadéra, avant que Touadéra puisse accéder au pouvoir, aujourd'hui il y a un grand fossé. En tout cas, il y a des réformes salutaires à encourager. Le fait qu'en moins de 4 ans, le président ait intégré plus de 15 000 jeunes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais de façon, non seulement loin des considérations ethniques surtout. Parce que dans les régimes précédents, qu'est-ce qu'on pense? C'est qu'il faut être de la même famille du président pour espérer avoir une place auprès du soleil. Mais aujourd'hui, même dans le recrutement dans les forces de défense et de sécurité, ça se fait de façon non seulement démocratique, loin des considérations ethniques et tribales. Je pense que c'est quelque chose à encourager. Donc le président Touadéra nous a tous surpris. Il nous a tous surpris et nous continuons de l'encourager pour qu'il puisse impacter sur la vie réelle du peuple centrafricain. D'accord. Monsieur Yantimba, un dernier mot? Oui, juste un tout dernier. Il y aura toujours, oui, vraiment, il y aura toujours dans nos pays en Afrique, du fait de la colonisation et du néocolonialisme que nous vivons, un certain nombre de peaux noires, masques blancs. Et ces personnes-là, qui en réalité sont les éléments des intérêts étrangers, peuvent tranquillement venir, que ce soit sur un plateau de télévision, que ce soit dans des articles de journaux, dire que les Centrafricains sont responsables de leur malheur. Mais les Centrafricains n'ont pas colonisé un autre pays. Les Centrafricains ne sont pas allés discuter les ressources du sous-sol de notre pays. En fait, le Centrafrique est victime. Les Centrafricains sont victimes des étrangers qui venaient d'Europe. Ils sont victimes de la colonisation européenne et du néocolonialisme français aujourd'hui. Et le Centrafrique ne peut pas, sous quelque forme que ce soit, être accusé de ne pas d'être responsable de quoi que ce soit. Les Centrafricains sont victimes d'un complot international, et ce complot international, il se voit. Vous avez ici une armée d'occupation dont le budget est supérieur de 2 fois. Il est l'équivalent de 2 fois le budget de l'État centrafricain. Si la communauté internationale aimait tant le Centrafrique et les Centrafricains, ils mettraient cet argent à la disposition de l'État centrafricain. Et si l'État centrafricain avait 1,2 milliard de dollars,
d'aide internationale, ce pays serait différent. Il y aurait la paix dans ce pays. Sauf que le Centrafrique doit se contenter d'à peine 600 millions de dollars pour son budget. Mais comment vous pouvez avoir une armée qui est sur votre sol, qui a le double du budget de votre pays? Cela veut dire que, en fait, le Centrafrique, les Centrafricains ne sont pas du tout responsables de ce qui se produit ici. C'est celui qui a les ressources, les moyens, la volonté et qui occupe tout l'espace, qui est responsable de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être dans la portion congrue et c'est vous qu'on accuse. Ouais. Donc tout ce qui s'est passé ici, tous les gens qui ont été mêlés et qui sont de connivence avec ces forces de destruction étrangères, on les appelle les indigènes évolués. Et ces indigènes ont un accord clair avec ces gens-là, et ils peuvent donc venir, par exemple, insulter des gens qui souffrent depuis toujours et ne rien faire. Mais je vais terminer par une phrase en disant, tous les Centrafricains vous les Centrafricains, mais nous tous les Panafricains, les Africains, nous devons éviter cette voie de la polémique vers laquelle on veut nous pousser. Il faudrait que nous prenions tous la seule attitude qui vaille. Que voulons-nous? Que veulent les Centrafricains? Que veulent les Africains? Que voulons-nous? Et à la réponse à ça, dire ce que nous devons faire. Parce que le jeune homme qui est dehors là, qui va au marché ici, qui a PK5, PK10, PK9 ou je sais pas où, en Centrafrique ou à Bosangwa, ce qui compte pour lui, c'est que chaque acte, chaque parole qui sort de nos bouches, chaque acte que nous posons améliore ses conditions de vie. Et c'est ce que le régime actuel tente de faire au mieux des disponibilités et des possibilités qu'il a. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition spéciale. À vous, chers messieurs, merci d'avoir répondu présent. Justement, on va renvoyer l'antenne du côté de Douala à Baudelaire Nguéné, mais du moins on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h et justement retrouver l'équipe du soir composée de Manuel Asike-Ndoumbe et de Bachir Ladan lorsqu'il sera 18h. Baudelaire Nguéné, je crois que vous êtes déjà de notre côté, donc on renvoie justement l'antenne afin que ceux qui sont justement du côté de For You Matin puissent poursuivre la matinale. Excellente journée.